attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Emmanuel Macron a choisi la fermeté avec le pass sanitaire et la stratégie à payer. Plusieurs millions de rendez-vous de vaccination pris depuis lundi. Mais ce samedi, des dizaines de milliers de manifestants défilent à Paris, à Lyon, Dijon, Perpignan. Ils dénoncent une dictature sanitaire. Des députés de La République En Marche ont même été menacés. Alors pas question d'un été en pente douce pour Emmanuel Macron. Le virus complique de nouveau l'équation pour le chef de l'État qui aurait bien aimé se lancer en campagne en annonçant des réformes. Et qui, en plus de tout cela, se retrouve avec une situation complètement inédite. Son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Dupond-Moretti, passe sanitaire, l'été brûlant de Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Régnier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Jérôme Fourquet, bonsoir, vous êtes le directeur du département opinion de l'IFOP et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'archipel français, ça a été publié au Seuil. Isabelle Vera-Masson, bonsoir à vous, vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste de communication politique. Éric Heyer, bonsoir. Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, c'est le centre de recherche économique de Sciences Po. Vous êtes membre du Haut Conseil des finances publiques et votre livre « Une autre voie est possible » est publié chez Flammarion. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Première question pour vous, Dominique Régnier. On a là un virus qui repart si fort qu'on voit ce samedi apparaître de nouvelles mesures de restriction, par exemple dans les Pyrénées-Orientales. Le retour du masque, une forme de couvre-feu pour les restaurants et les bars à 23h. Et tout ça en plus du pass sanitaire. On peut dire qu'à 9 mois de la présidentielle, c'est une situation pleine d'incertitude. Le mot est faible. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je me suis posé la question et je crois qu'il est assez facile de vérifier que nous allons, pour la première fois dans l'histoire de l'élection présidentielle, vivre un scrutin à propos duquel on ne peut pas dire moins d'un an avant le contexte dans lequel il va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un contexte de crise. Crise sanitaire, ça c'est sûr, elle ne sera pas terminée lorsque l'élection présidentielle aura lieu. Peut-être aussi crise économique, si la crise sanitaire, par son évolution, empêche la relance, la limite, ou même nous conduit à nouveau à des situations de confinement. Donc sur ces deux sujets-là, qui sont l'état sanitaire du pays et la situation économique, nous ne savons pas, en tout cas... Moi, je considère que c'est très difficile de dire que l'on sait. Sur le plan même, d'ailleurs, virologique, les spécialistes eux-mêmes discutent de la rapidité de la propagation de la quatrième vague. Et donc, on va avoir une élection présidentielle qui, pour la première fois, va se dérouler dans une situation, dans un climat difficile à prévoir. Donc, ça signifie que ce sera très ouvert, qu'il y aura beaucoup d'inconnus et que le contexte sanitaire et économique vont sans doute déterminer le résultat, en tout cas y contribuer, mais on va le savoir un peu tard. Avec, pour freiner cette quatrième vague, une mesure, elle aussi, complètement inédite, ce pass sanitaire, qui pour Emmanuel Macron est quand même un changement de pied par rapport à ce qu'il déclarait il y a 2 mois. Il disait « Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français ». Là, c'est une volte-face par nécessité. Par nécessité, j'imagine qu'on a considéré que pour vraiment sortir de cette pandémie ou éviter, conjurer une quatrième vague destructrice, il fallait passer par un acte d'autorité. On se souvient, on sait que maintenant plus de la moitié de la population est vaccinée complètement et sur le chemin de la vaccination, pour la moitié de la population. Donc, pour le président, il y a aussi une espèce de majorité qui le pousse, en quelque sorte, à prendre cette décision. Puis moi, j'ajouterais le fait que ne pas prendre cette décision, parce qu'aujourd'hui, on discute de la décision qui a été prise, mais ne pas la prendre ouvrait un contentieux qui aurait été difficile pour lui. Au fond, que fait-il de son pouvoir régalien ? Est-il en mesure de décider de trancher quand il le faut pour protéger le pays ? On lui a fait ce reproche sur l'immigration, la sécurité, sur des thèmes de ce type-là. On ne peut pas ajouter à ça ce doute sur la question de la sécurité sanitaire. Je pense qu'il était quand même amené à prendre cette décision par nécessité. Jérôme Fourquet, Dominique Régnier parle d'acte d'autorité. Alors justement, vous venez de publier une cartographie politique très fine, post-régionale, mais vous avez aussi une vision d'ensemble au quotidien. Les Français, cet acte d'autorité sur le pass sanitaire, ils le prennent finalement, ils le soutiennent ? Alors, les différentes enquêtes qui ont été menées, que ce soit à l'IFOP ou d'autres instituts, convergent pour indiquer qu'entre 2 tiers et 70% des Français soutiennent bon gré mal gré
ou comprennent la décision qui a été, ou les annonces qui ont été faites par le président de la République. On peut avoir des variations ensuite parce que c'était un ensemble de mesures qui ont été annoncées sur vaccination obligatoire des soignants, l'instauration du pass sanitaire pour fréquenter tel ou tel type d'établissement. Mais donc au global, c'est entre 2/3 et 70% de Français qui soutiennent. Alors deux choses, ça veut dire quand même qu'on en a un tiers de Français qui aujourd'hui sont dans une forme d'hostilité, d'opposition, de contestation. C'est une vraie opposition ou c'est juste de l'attentisme ? Non, quand on est opposé à ces décisions, et donc c'est le réservoir qui va servir à nourrir, alimenter les mobilisations, puisqu'on a déjà la deuxième série de manifestations. Nous en avons observé dès le 14 juillet, jour de fête nationale, et puis aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans de nombreuses villes françaises, il y a aussi des manifestations. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion majoritaire, mais une partie de la population est réfractaire. Et la deuxième chose, pour compléter ce que disait Dominique Régnier, si on prend uniquement comme population de référence les 18 ans et plus, les adultes, on est aujourd'hui à 2/3 de cette population adulte qui a reçu au moins une dose de vaccin. Et donc on n'est pas loin du score qu'on indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a bien deux France. Une France qui est vaccinée, qui a entamé son parcours vaccinal. Et dans les enquêtes, quand on croise les réponses entre vaccinés et non vaccinés, on voit que l'adhésion, là encore plus ou moins enthousiaste, à des mesures plus coercitives est bien évidemment mécaniquement beaucoup plus forte chez les vaccinés. C'est-à-dire, par exemple, le masque, là, plus on est vacciné, plus on est pour le pass sanitaire. Plus on comprend, plus on adhère, et moins on est vacciné. Donc on était déjà plus sur la réserve, et plus on est réticent, ou plus on est en rébellion contre cette annonce présidentielle qui a quand même été assez martiale, mais qui a fait l'effet d'un électrochoc. On le rappelait dans le lancement, plus de 3 millions de rendez-vous ont été pris, donc ça a brusqué une partie de la population, tandis qu'une autre s'est dépêchée d'essayer d'accomplir tout son parcours vaccinal pour profiter de l'été. C'est quand même intéressant de voir que même au creux de l'été, nous sommes passé le 14 juillet, nous avons de nouveau des manifestations en France, même si elles sont assez peu nombreuses. Il faut les mettre en perspective. On a 1 millier de kilomètres de bouchons aujourd'hui, quelques dizaines de milliers de manifestants, donc la majorité de la France a plutôt la tête aux vacances. Mais il y a quand même ce bruit de fond et cette hostilité récurrente un bruit de fond, à l'exécutif. Dont on mesura l'ampleur, oui. Voilà, plus tardivement. Éric Heyer, on a parlé de cette mesure sanitaire. Est-ce que, et on parlait de cet acte d'autorité, il fallait faire quelque chose pour freiner la 4e vague. Est-ce qu'il fallait aussi faire quelque chose pour l'économie ? Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que l'économie est toujours suspendue à ce qui va arriver avec ce virus et que la 4e vague pourrait vraiment la faire replonger ? Alors, c'est vrai qu'on a été choqué l'économie a été choquée par les mesures prophylactiques, ça c'est certain. Mais ce que l'on voit tout de même, c'est que on est choqué, mais de moins en moins. C'est-à-dire que le premier confinement, c'était vraiment quelque chose... L'économie a chuté à moins de 30%. Donc c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Le deuxième confinement, les mesures étaient un peu moins dures, certes, mais on a chuté que de moins 8%. Et le troisième confinement, on n'a quasiment pas chuté. Par rapport à une situation normale, en fait, on est resté à peu près à la normale. Donc ça veut dire qu'on apprend tout de même à produire avec des mesures prophylactiques. On apprend à consommer aussi avec les mesures prophylactiques. C'est-à-dire que, globalement, on apprend à vivre et donc à consommer et à produire avec ces mesures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un choc, mais globalement, aujourd'hui, on peut tout de même considérer que les entreprises savent faire travailler leurs salariés avec des mesures barrières et que les consommateurs aussi arrivent peu ou prou tout de même à s'en sortir, même si on voit bien que la consommation repart, même si on n'est pas revenu complètement à une consommation normale, on n'est pas dans la situation du premier confinement. Donc ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que on est encore dans ces mesures prophylactiques, mais ce n'est pas ça qui va provoquer un énorme choc comme ça a pu le faire en 2020. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le pass sanitaire ne va pas freiner, ne va pas freiner l'économie. Est-ce qu'au contraire, ma question était, est-ce qu'au contraire, il peut l'aider ? Il peut l'aider. Alors, le problème, c'est d'avoir le contrefactuel. Si on n'avait pas fait le pass sanitaire, qu'est-ce qui se serait passé ? Ça, c'est extrêmement compliqué à dire, en tout cas avec certitude. Non, le pass sanitaire, ça va donner beaucoup de soucis quand même aux restaurateurs, notamment, ou même aux hôteliers, ou même à la SNCF. Est-ce que ça va être contrôlé ? Et on demande à ces restaurateurs de non seulement faire leur métier normal, et aussi de contrôler. Est-ce qu'ils vont le faire ?
Ça c'est une question qui est assez centrale. Mais il est certain que si on leur demande, en plus de leur travail, de contrôler, ça va ralentir. La productivité d'un restaurateur va chuter. Et là, on sait très bien que la productivité, c'est un peu moins de croissance. Donc, globalement, il faut faire attention avec ces contrôles. C'est pas le pass sanitaire en soi, c'est le contrôle. Vous voyez, c'est pas les policiers qui contrôlent, hein. C'est les restaurateurs, les contrôleurs à la SNCF. Donc, attention, la productivité de leur travail va chuter. Mais à contrario, si la 4e vague se développe, l'économie, là, en fait, Bercy qui explique, si on ne fait pas ce pass sanitaire, on risque le reconfinement. La croissance qu'on vous promet à 6%, c'est maintenant qu'on la joue. Est-ce que c'est vrai ? Oui, en partie. Mais encore une fois, en tout cas, le recul que l'on a aujourd'hui, c'est que vous voyez, le 3e confinement du début d'année, l'INSEE nous dit que on va avoir un taux de croissance au 2e trimestre positif. Vous voyez. Donc attention, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais on apprend, alors que, encore une fois, en avril dernier, on faisait moins 30. Donc, il y a, en avril 2020, pardon. Et donc, du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, le confinement sont beaucoup moins durs. Vous voyez, on peut très bien avoir un confinement qui n'est que pour ceux qui ne sont pas vaccinés, que pour les personnes qui sont vaccinées, le confinement sera très léger. Vous voyez, le 3e confinement était extrêmement léger. Donc, ça dépend vraiment de l'intensité des mesures prophylactiques. Ça dépend aussi des mesures qui vont être prises dans d'autres pays. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui ralentit l'économie, c'est les ruptures des chaînes d'approvisionnement, parce qu'on est repartis tous en même temps. C'est-à-dire on manque de semi-conducteurs, on manque de bois. De bois, de fer, de zinc, de toutes les matières premières. Le BTP aujourd'hui est à l'arrêt, non pas parce qu'il y a des mesures prophylactiques, mais parce qu'il y a trop de commandes dans le monde, les matières premières explosent, les matières premières n'arrivent plus en France ou beaucoup trop chères, et donc l'économie est à l'arrêt. Donc, vous voyez, là-dedans, qu'est-ce qui va le plus impacter la rentrée ? Est-ce que ce sont les mesures prophylactiques nouvelles qui vont se durcir, ou est-ce que c'est finalement cette reprise mondiale qui est beaucoup plus forte qu'anticipée, avec des entreprises qui restockent massivement avec des matières premières qui sont en pénurie ? Vous voyez, tout ça, l'un dans l'autre, on peut considérer qu'on n'est pas dans le cas de début 2020. On sait maintenant faire, et c'est plus des questions sanitaires. C'est est-ce que justement les urgences vont être saturées ? C'est plutôt ces questions-là qui peuvent être importantes plus que des questions économiques. Sur l'économie estivale, il y a pas Dominique Régnier. quand même sur l'économie estivale. Sur les restaurants, les cafés. Plus impactés, non, les restaurants. Ah oui, non, mais bien sûr, les restaurateurs peuvent être, mais encore une fois, est-ce que ce contrôle va être effectif ? Oui. Est-ce qu'on peut penser que les restaurateurs, est-ce que derrière chaque restaurateur, il va falloir mettre un policier qui vérifie si effectivement les restaurateurs contrôlent ? Isabelle Verra-Masson, je reviens avec vous sur la campagne, parce qu'on l'a dit aussi avec Dominique Régnier, cette pré-campagne qui démarre en même temps que le Delta, que le virus Delta explose, c'est quand même inédit. Est-ce que pour Emmanuel Macron, c'est un avantage ou un inconvénient, puisque j'entends que là, il fait une geste assez régalienne, un acte d'autorité. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes spécialiste de la communication politique ? Alors, c'est très difficile, évidemment, de savoir ça, mais moi, j'ai le sentiment tout de même, voyant les chiffres, ou en entendant par rapport à en comparant avec les autres présidents de la République à la même époque, que la situation d'Emmanuel Macron n'est pas mauvaise. Donc, on peut se dire pourquoi, étant donné que la pandémie est essentielle dans le contexte politique, dans les préoccupations des gens, donc forcément, c'est lié, ce regain de popularité. Rappelons-nous à quel point il était honni dans les sondages et dans les manifestations de Gilets jaunes. Donc, il a une sorte de regain de popularité qui est forcément lié à ce qui se passe en pandémie, à mon avis. Or, il a choisi la manière pas forte, pas si forte que ça. Qu'est-ce que vous diriez, ferme ? Ferme, mais pas si forte que ça. Très franchement, il aurait pu décider, et d'ailleurs les Français apparemment l'auraient suivi, tout simplement, de rendre l'obligation totale du vaccin. Je pense que ça aurait posé d'autres problèmes juridiques, internationaux, que c'était pas si facile que ça. Mais en tous les cas, il choisit entre le chèvre et le chou. Il est accusé de dictateur, mais ça, il a l'habitude. Ça fait quand même quelques années. Mais en tous les cas, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que l'agenda de la pandémie et les décisions qu'il prend sont totalement liées à l'agenda politique. C'est-à-dire qu'il y a un agenda sanitaire qui correspond pas mal à l'agenda politique, dans la mesure où on voit bien qu'à partir du moment où il prend cette décision maintenant, les conséquences positives, si elles sont positives, seront à partir du mois d'octobre-novembre. C'est-à-dire qu'il espère qu'il n'y aura pas de reconfinement ou d'accroissement de la pandémie, que s'il ne l'avait pas fait, il prenait le risque qu'il y ait un accroissement de la pandémie et un reconfinement qui était décisif pour ces élections, c'est-à-dire qu'il les perdait. Il l'a dit, et je crois que c'est assez vrai, c'est-à-dire que s'il y a un retour de la pandémie, une catastrophe sanitaire, il aurait du mal à gagner les élections. Donc il est totalement, son agenda politique et sanitaire sont totalement liés. Quelque part, il n'a pas tant de choix que cela. Il devait prendre cette décision parce que sinon,
imaginons quand même qu'il se préoccupe de la France et des Français, je le pense sincèrement, mais qu'en plus, son intérêt de candidat électoral est totalement lié. Il aura ensuite quelques mois pour surfer sur une vague que nous espérons positive et lui aussi, et qui l'amènera normalement dans une situation assez favorable, parce que je pense en plus que la vaccination va augmenter, que les gens seront de plus en plus protégés, et qu'a posteriori, ils trouveront bien que le président de la République ait pris cette décision. Alors, même ceux qui râlent actuellement, une fois ils feront faire de la dissonance cognitive, ils seront tout à fait favorables à ce qu'ils avaient critiqué 3 mois avant, parce que grâce à ça, ils pourront vivre normalement. Alors parlons justement de ceux qui râlent, comme vous dites. À l'heure où nous parlons, des manifestants défilent dans la rue pour protester contre l'extension du pass sanitaire. Combien sont-ils exactement ? Tout ce qu'on peut dire, c'est que mercredi dernier, ils étaient 20 000. C'est encore trop tôt pour savoir si ce mouvement va faire boule de neige. En tout cas, on est à un moment où le gouvernement est déjà embarrassé par une autre affaire, la mise en examen de son ministre de la Justice. Récit d'une semaine compliquée pour le chef de l'État avec Sophie Gauthier, Walid Belrissoul et Maxime Laugier. Dans les rues de Perpignan ce matin, 400 manifestants en guerre contre le pass sanitaire. Parmi eux, des soignants, prêts à tout pour éviter de se faire vacciner. Certains sont même prêts à perdre leur emploi. Ça fait rendre ma blouse comme me faire vacciner. C'est pas normal d'obliger les gens à se faire vacciner. Et l'action du gouvernement est aussi très forte vis-à-vis des soignants. Et c'est inacceptable d'imposer, de faire du chantage pour la vaccination. Même mobilisation devant la préfecture de la ville. Sur les pancartes, certains parlent de dictature. Tous dénoncent une perte de liberté individuelle. Des citoyens en colère, avec des revendications aux accents de gilets jaunes. Ces virements à nos têtes qui nous dirigent depuis 40 ans, je pense qu'on en a marre aujourd'hui. Moi, je sais que je ne me ferai jamais vacciner. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le feront pas. Et je pense que même s'il en reste 100 000 qui ne sont pas vaccinés, pourquoi ces 100 000 devront être sortis de la société de cette manière ? Une mobilisation qui s'étend à plusieurs grandes villes de France, comme ici à Paris, 1500 personnes réunies dans la rue pour protester contre les dernières mesures sanitaires. Dans le cortège, là aussi, le gilet jaune fait partie du dress code. Face à cette grogne qui monte depuis le début de la semaine, Emmanuel Macron fait bonne figure. En marge du Tour de France, il pousse même la chansonnette, en patois, à la table d'un caviste des Pyrénées. Sur cette étape, le président s'affiche détendu et se félicite de l'efficacité de ces mesures. Depuis lundi, au total, quand on prend les rendez-vous qui sont pris sur le terrain et sur Doctolib, on a près de 3 millions de nos concitoyens qui ont pris rendez-vous. Des millions de nouveaux vaccinés, pari réussi selon le président. Car face à la montée du variant Delta, il veut à tout prix éviter de reconfiner à quelques mois de l'élection présidentielle. Pas question non plus de faire trop d'étincelles en public. Alors c'est en coulisses qu'Emmanuel Macron réagit aux critiques. Non, une dictature, ça n'est pas ça. Ce n'est pas un endroit où toutes vos libertés sont maintenues, où on rembourse tous vos tests, où le vaccin est gratuit. Ça ne s'appelle pas une dictature. Je pense que les mots ont un sens. Le président doit garder le cap affiché, car un autre dossier politique pourrait bien venir perturber sa campagne. Convoqué hier par la Cour de justice de la République, son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Le ministre de la Justice, il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas non plus en dessous. Je vous souhaite une excellente journée. Le ministre s'affiche confiant. Mais après 6 heures d'audition, il préfère garder le silence. La Cour de justice vient de le mettre en examen. Son avocat dénonce une décision écrite d'avance. Sans surprise, il a été mis en examen. Il ne lui a pas été expliqué les raisons pour lesquelles la commission d'instruction a considéré que les indices graves et concordants étaient réunis et justifiaient sa mise en examen. Un ministre mis en examen, du jamais vu sous la Ve République. En 2017, la position du candidat Macron était très claire à ce sujet. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Aujourd'hui pourtant,
Emmanuel Macron a l'air moins sûr de lui. Ça ne me semble pas être le lieu adéquat. Et donc je pense qu'on ne peut pas avoir des commentaires d'actualité surtout. Donc je me suis toujours refusé. Alors Éric Dupond-Moretti va-t-il devoir quitter ses fonctions ? Pour l'instant, le Premier ministre Jean Castex l'assure, le garde des Sceaux a toute sa confiance. Et cette question de nos téléspectateurs, Jérôme Fourquet, les manifestations anti-vax sont-elles les prémices d'une rentrée sociale brûlante ? Il faut toujours être prudent avec la météo sociale, qui est difficile à prévoir. Tout dépendra sans doute aussi de l'évolution de la pandémie. Est-ce qu'on aura pris d'autres mesures, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce que les mesures qui ont été annoncées par le président auront été appliquées avec zèle et avec beaucoup de fermeté, ou est-ce qu'on aura été beaucoup plus coulant et accommodant? Tout ça va quand même beaucoup jouer. S'il y a des sanctions, ça peut tendre les esprits? Ça peut tendre les esprits, on le voit dans les manifestations. On a certaines corporations qui sont plus représentées que d'autres. Les professionnels de santé, dont pas mal d'aides-soignantes considèrent qu'on les a envoyés au feu pendant le premier confinement et qu'en guise de remerciement maintenant, on les oblige à se vacciner. Donc là, il y a des endroits où c'est assez tendu. On a parlé des restaurateurs également, donc il faut voir ce qui se passera dans certaines corporations. Et le diagnostic qu'on pourrait faire, c'est pas forcément une rentrée sociale brûlante, mais comme on disait tout à l'heure, de manière lancinante et permanente, une agitation de rue avec des franges assez limitées de la population, mais extrêmement déterminées, qui s'organisent sur les réseaux sociaux. On a parfois des recours à certaines formes de violence. On a eu cette semaine la préfecture d'Annecy dont la porte a été enfoncée. On a eu dans le Vercors un centre de vaccination qui a été saccagé cette nuit. Et donc tout ça nous dit quand même des choses sur le climat. Mais donc c'est pas forcément parce qu'il y a ce type d'action qu'on va avoir des centaines de milliers de personnes dans la rue. Encore une fois, nous avons 2/3 des adultes qui sont engagés dans le parcours vaccinal et qui seront sans doute bien plus nombreux encore à la sortie de l'été. Mais si je reste sur les anti-vaccins, est-ce que vous savez qui ils sont sociologiquement, politiquement? Est-ce que c'est un groupe homogène ou très hétérogène? On le voit dans les manifestations. Alors déjà, tous ne revendiquent pas l'étiquette anti-vax. On a un noyau qui va être hostile à la vaccination. Et on voit dans vos reportages qu'on a d'autres motivations. Certains parlent d'une dictature sanitaire et donc reprennent un certain nombre de critiques qui avaient émergé au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc c'est un pouvoir trop vertical, qu'on ne consulte pas assez le peuple. Nous avons d'autres types de publics aussi qui viennent s'agréger à cela. Si vous regardez politiquement, dans les gens qui défilent aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent proches de la France insoumise, une partie de la mouvance écologiste, des gens qui se revendiquent de la droite souverainiste, avec des gens comme Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, des anciens Gilets jaunes ou des toujours actifs Gilets jaunes. Donc ça fait un conglomérat de personnes qui sont très critiques envers le président de la République. Et puis sociologiquement, on est plutôt sur une population ouvrier, employée, ou des gens qui sont faiblement diplômés et qui, eux, sont structurellement dans une position assez défiante vis-à-vis du pouvoir, qu'ils agissent de décisions politiques ou de décisions sanitaires. Alors à la France Insoumise, vous en parlez, Jean-Luc Mélenchon appelle à faire attention. Il dit non, le vaccin librement consenti, ça n'est pas un apartheid. Sa diffusion, ce n'est pas la Shoah. Mais quand même, à la France Insoumise, Dominique Régnier, on est contre le pass sanitaire. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, il parle même de dressage collectif. Oui, c'est vrai, c'est le thème. On retrouve ça d'ailleurs du côté de l'extrême droite, avec des thèmes très comparables. Jérôme Fourquet vient de l'expliquer. Cet univers-là qui coagule des formes très diverses de protestation existe maintenant depuis quelques années en France, se réanime à l'occasion de cette crise sanitaire. Je note d'ailleurs, grâce à votre reportage, que on a d'un côté des manifestants qui crient à la dictature et puis de l'autre un membre du gouvernement est mis en examen. Donc on se dit quand même, il y a un truc qui cloche dans la description de la réalité. Mais c'est un thème qui, au fond, ne se soucie pas de sa véracité, de son aspect, je dirais, recevable ou réel ou conforme à la réalité, qui est plutôt là pour agréger, comme
autour de Jean-Luc Mélenchon, tenter d'agréger ces mécontents, ces protestataires qui lui ont échappé, qu'il a perdu, dont il a perdu le contrôle. Et là, il y a une occasion, il n'y en aura pas beaucoup, il y a une occasion d'ici la présidentielle d'essayer de reprendre la main sur une France qui proteste et qui, aux dernières élections régionales, on l'avait beaucoup commenté, et notamment ici, dans votre émission, est une France en colère qui s'est abstenue, qui s'est condamnée au mutisme elle-même, qui a choisi le mutisme et qui va revenir. Ça, c'était l'abstention. L'abstention, en fait, ne signifiait la colère. En tout cas, moi, je pense qu'une abstention aussi massive, c'est beaucoup de protestataires qui avaient choisi de ne rien dire, de ne pas voter, mais qui vont revenir dans le jeu électoral, inévitablement, pour une bonne partie, pour une partie majeure d'entre eux, qui viendront aussi, pour beaucoup, dire leur mécontentement. Et donc, cette crise aujourd'hui liée, qui est encore très contrôlée, liée à la réaction à la stratégie vaccinale du président de la République et du gouvernement, est une manière pour des candidats périphériques comme Jean-Luc Mélenchon ou du côté du Rassemblement national ou encore de Florian Philippot, une manière pour ces candidats qui sont plutôt en difficulté d'essayer de reprendre la main et de représenter une France agitée, une France capable de manifester et même de faire le coup de poing avec les forces de l'ordre. Mais quand vous dites la dictature sanitaire, finalement, a peu de réalité quand même. Est-ce que ces longs mois d'état d'urgence sanitaire, ces mesures de restriction, est-ce que tout cela n'a pas abîmé la démocratie? Est-ce qu'on peut comprendre cette défiance? Dictature, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais est-ce qu'on peut entendre? Non, dictature n'est vraiment pas recevable. Je sais que les gens qui le pensent, quand ils entendent quelqu'un dire ça à la télévision, ils sont très mécontents. Dictature n'est vraiment pas recevable. Mais, vous avez raison, la crise sanitaire, comme la crise terroriste, mais plus encore pour la crise sanitaire, fait muter les systèmes démocratiques, les amène à être beaucoup plus autoritaires, à surveiller davantage, à contrôler davantage. Il y a dans ce processus nécessaire pour lutter contre une pandémie tout un outillage, tout un appareillage de surveillance sans lequel on ferait le procès à nos gouvernants de ne pas s'occuper de ce fléau. Mais quand on le met en place, c'est souvent sans retour en arrière, eh bien ça, effectivement, ça nous amène vers des populations de plus en plus contrôlées. Nous sommes déjà rentrés dans ce genre de société, nous tous collectivement, d'un bon pied, très heureux, avec les réseaux sociaux, auxquels nous confions nos vies dans le moindre détail, sans nous interroger beaucoup sur ce qui est fabriqué avec ces données par les grandes plateformes. Donc il y a une combinaison entre ces différentes causes qui fait que probablement pour le modèle démocratique, le XXIe siècle va être une époque de mutation et il est bien possible aussi que ce soit une époque de transition. Je reste sur cette idée, Isabelle Vera-Masson. On a quand même, en effet, en termes de communication, toujours un peu le même processus avec ce Conseil de défense qui est très secret. Je crois qu'on n'a même pas le droit de prendre de photos du Conseil de défense. Et puis la parole d'un seul homme, Emmanuel Macron, et visiblement la décision, in fine, toujours d'un seul homme. C'est là où la démocratie peut être bousculée. Oui, mais vous savez, la réponse, elle est la Ve République. Nous avons choisi une constitution, et Dieu sait si finalement elle n'a jamais été véritablement contestée. Même la 6e, elle ressemble beaucoup à la 5e, d'après celle de Mélenchon. Donc elle n'a pas véritablement été contestée, et elle donne un pouvoir très important en dernière instance, au président de la République. Ce régime, il a beaucoup de défauts, mais il a quand même, et c'est pour ça qu'à mon avis, il est soutenu, il a le mérite de l'efficacité. Justement, le président de la République peut décider du confinement, etc., assez rapidement. Quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays, ça n'a pas été aussi rapide. Et du coup, il y a eu des problèmes. Je pense à l'Angleterre ou en Allemagne. Mais dire qu'il est seul, c'est faux. Je veux dire, il est entouré, justement, d'un conseil de défense. Il a créé un comité d'experts qui est tout à fait indépendant. Les débats ça vous paraît excessif? Ça me paraît tout à fait excessif. En revanche, je voulais juste noter que je suis frappée par l'utilisation des mots. Quand on parle de dictature, ça me fait penser à ce qui s'est passé sur le mot liberté en 1984. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le président Mitterrand a pris le pouvoir, tout d'un coup, le mot liberté, qui appartenait à la gauche, la gauche a été dépossédée de ce mot liberté à cause de la loi sur l'école de Savary. Les gens sont descendus en disant on est en train d'attaquer nos libertés. Et la liberté a quitté la gauche tout d'un coup et est devenue une idée de droite. Et la dictature est en train de quitter la démocratie, alors pour devenir quelque chose de tout à fait, le mot dictature, je veux dire, est en train d'être, veut dire autre chose qu'est-ce qu'elle veut dire dans la vraie vie. Je vais donner la parole à Éric Heyer. Maintenant, on a vu dans les manifestations des gilets jaunes. Je ne sais pas s'il faut dire beaucoup de gilets jaunes. Est-ce qu'il y a une colère sociale que vous sentez, que vous voyez? Est-ce que finalement ces anti-vaccins, ces protestataires peuvent agréger d'autres colères?
Alors, en ce qui concerne les inégalités, enfin, d'un point de vue macroéconomique, c'est assez étonnant ce qui s'est passé quand même depuis le début de la crise. C'est-à-dire que globalement, le quoi qu'il en coûte a relativement bien fonctionné pour les ménages d'un point de vue macroéconomique. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des ménages a augmenté en 2020. Oui, c'est assez étonnant. C'est complètement contre-intuitif. D'accord. Deuxième chiffre qui est complètement étonnant, le chômage a baissé. Il y a moins 40 000 chômeurs par rapport à 2019 au premier trimestre de 2021, alors qu'on a détruit des emplois. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, quand vous avez une chute d'activité aussi importante, quand vous avez des destructions d'emplois, il y a eu quand même 340 000 emplois de détruits, le chômage a diminué et le pouvoir d'achat a augmenté. Donc il y a quelque chose d'un peu étonnant. Donc ça, c'est les finances publiques qui ont pris à la charge l'intégralité de cette baisse. Alors, une fois que j'ai dit ça, macroéconomiquement, ça, c'est vrai, d'un point de vue individuel, c'est pas le cas. C'est-à-dire que globalement, les ménages on leur a maintenu macroéconomiquement leur pouvoir d'achat, on les a empêchés d'aller consommer, donc ils ont beaucoup plus épargné, donc ils sont beaucoup plus riches. Ça, c'est le bilan. Quand on regarde dans le détail, les plus modestes, les 20% les plus modestes, alors il faut prendre tous ces chiffres avec beaucoup de prudence, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, mais le Conseil d'analyse économique commence à nous aider. Les 20% des ménages les plus modestes ont perdu de l'épargne. Donc eux ne se sentent pas plus riches, ils sont même moins riches, ils ont perdu leur emploi, ils n'ont pas bénéficié de l'activité partielle parce qu'ils étaient souvent en contrat court et donc ça s'est arrêté. Et de l'autre côté, par contre, les 100 milliards d'épargne supplémentaire de 2020, les 70% est allé dans les 10% les plus riches. Donc oui, on commence à sentir des inégalités au sein de la population, même si macroéconomiquement, tout va bien. Ça, c'est la première grande inégalité. Mais ensuite, la Banque centrale, vous voyez pourquoi la dette publique n'est pas un problème, c'est parce que la Banque centrale rachète, injecte beaucoup de liquidités. Où est allée cette liquidité ? Dans les actifs. Donc la bourse a augmenté. On a un record historique des bourses. L'immobilier a augmenté. Mais qui détient des actifs ? Ce n'est pas les plus modestes, ce sont les plus riches. Donc, globalement, les inégalités vont aussi augmenter par les actifs, effectivement, par ceux qui ont accès au crédit et qui peuvent aller acheter un bien immobilier ou des actifs. Donc, tout cela, aujourd'hui, c'est sous-jacent. La crise sociale n'est pas là. On la verra le jour où on va lever les mesures d'aide. Oui, une fois qu'on va lever les mesures d'aide... Et ça se passe à la fin de l'été. Et ça va se passer à la fin de l'été, voire s'il y a une quatrième vague, peut-être en 2022. Mais c'est à ce moment-là où on va voir que globalement, il y a des grands gagnants et il y a des grands perdants. Et malheureusement, dans les hiérarchies, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Alors, quand même, aussi, dans la photo de ce samedi, Dominique Régnier, on a un ministre de la Justice mis en examen, Éric Dupond-Moretti. C'est complètement inédit. Et il ne démissionne pas. Là, on a Emmanuel Macron qui fait une autre volte-face, finalement. Apparemment, oui. Vous avez montré l'extrait d'une déclaration antérieure. Et donc là, il semblait plus hésitant, même s'il ne disait pas que c'était impossible dans ce que j'ai entendu là. Alors, c'était une déclaration de mars 2017, oui. Alors qu'il était candidat, où il disait, dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement quand il est mis en examen. Par contre, le deuxième extrait que vous montriez, qui était d'aujourd'hui, au fond, ou d'hier, c'était pas très clair, mais enfin, effectivement, il n'était pas aussi tranchant. C'est sans doute quelque chose qui va poser un problème au président. Ça va poser un plus grand problème aux ministres concernés. C'est un sujet très technique. Il n'est pas simple de s'y retrouver. C'est un sujet aussi qui pose question sur la manière dont le pouvoir judiciaire est capable de bouleverser la vie politique, la composition d'un gouvernement. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup de précaution et de profondeur, parce que c'est une bonne nouvelle qu'un membre du gouvernement puisse être mis en examen. Ça prouve justement qu'on n'est pas en dictature et que la justice fonctionne. Donc ça, c'est plutôt à mettre à l'actif de notre démocratie. Après, il faut être sûr que ça n'est pas une bataille qui se déroule entre la magistrature et le monde des avocats, et que cette bataille n'amène pas, par une politisation des magistrats, à rentrer dans la politique de façon brutale pour y régler des comptes. Donc, de part et d'autre, je trouve qu'il y a des aspects qui sont rassurants pour nous tous, qui sont préoccupants possiblement par ailleurs, et qui de toute façon montrent que nous sommes bien dans un régime de séparation des pouvoirs. Et dans une situation particulièrement instable pour cette pré-campagne, une pré-campagne dans laquelle Emmanuel Macron essaie de revenir à ses fondamentaux, les réformes, celle de l'assurance chômage, celle des retraites. Mais que peut-il faire exactement ? C'est un sujet d'Aubry Perrault avec Éric Chevalier.
Lundi, lorsque le chef de l'État prend la parole, il y a bien sûr un point sanitaire, mais très vite, c'est le chapitre économique. Le président prépare l'après-crise en rappelant ce qu'il défendait dans le monde d'avant. Sans travail, pas de production. Sans travail et sans production, pas de financement de notre santé, pas de financement du chômage partiel, pas de financement de nos retraites. La priorité de la sortie de crise sera donc la même que depuis le début du quinquennat. Le travail et le mérite. Le temps des réformes est donc revenu. Avec d'abord celle des retraites, qui avait provoqué la colère d'une partie des Français en 2019. Emmanuel Macron assure qu'elle sera relancée dès que les conditions sanitaires seront réunies. Le chef de l'État veut donc rester maître du jeu, sans être totalement maître des horloges. La réforme des retraites est une priorité absolue. Elle se fera. En revanche, priorité absolue ne veut pas dire se précipiter à contretemps, alors même que nous avons un combat à livrer, qui est le combat contre la pandémie et contre le variant Delta. Mais donc il est possible tout de même que cette réforme puisse voir le jour en décembre, en janvier, si à ce moment-là la couverture vaccinale est bonne. Je ne peux pas être plus clair que ce qu'a été le chef de l'État hier. Il faut savoir, en politique, faire les choses étape par étape. Et en politique, rien n'est plus important que de faire les choses une fois encore au bon moment. En attendant le bon moment, le président veut accélérer en relançant les discussions avec les partenaires sociaux dès la rentrée. Mais pour les leaders syndicaux, pas question de rouvrir le débat avant la fin du quinquennat. On peut toujours concerter. D'ailleurs, vous savez, comme ce sera renvoyé après la présidentielle, j'imagine qu'on va concerter, on va pouvoir dire ce qu'on pense à l'ensemble des candidats potentiels de la présidentielle sur les retraites. Il veut se montrer combatif. Qu'il sache, moi j'ai prévenu, si cette réforme des retraites revient, nous la considérons infondée. A fortiori, si c'est pour nous dire qu'il faudra travailler plus longtemps, ça n'est vraiment pas la priorité aujourd'hui, eh bien nous serons aussi combatifs. Des syndicats sur le qui-vive, l'opposition politique, elle, en profite pour tacler le président, la droite pour qui cette réforme a pris trop de retard. C'est un immense échec pour le président de la République. C'était sa mesure phare. En 2017, la réforme systémique, on n'a rien bougé du tout. Pour la gauche, au contraire, rouvrir ce dossier explosif relève de la communication. Au moment où on sortirait de l'épidémie, on aurait le coup de massue de la réforme de la retraite. Tout cela n'a pas de sens. C'était plus un discours de candidat à l'élection présidentielle que de président de la République. Car s'il est candidat, Emmanuel Macron devra rendre des comptes sur son mandat. Alors, à 9 mois de la présidentielle, il ne renonce pas à une autre promesse, la réforme de l'assurance chômage. Levée de bouclier là aussi, à gauche. Vous voulez juste faire des économies en tapant sur les privés d'emploi, en baissant leur indemnisation. La réforme de l'assurance chômage doit être abandonnée. Prévue pour entrer en vigueur le 1er octobre, cette réforme devrait permettre de dégager plus de 2 milliards d'euros d'économies par an en baissant le montant des allocations. De quoi séduire chez les Républicains. Il a évidemment raison. On ne peut pas vivre avec un tel niveau de chômage. Il y a beaucoup trop de chômage en France par rapport à tous les autres pays du monde. Et alors qu'on soit en croissance ou en dépression, on a des taux de chômage qui sont considérables. Une des clés du maintien du modèle économique et social français, c'est évidemment d'abord de réduire cette masse de chômage qui est perçue comme une fatalité, alors que ce n'est pas une fatalité du tout. Et c'est bien l'électorat des Républicains qu'Emmanuel Macron voudrait séduire avec ses réformes. Selon un sondage paru dans le journal du dimanche, 61% des électeurs qui envisagent de voter pour le président en 2022 se disent de droite. Et cette question, si Macron décide de briguer un second mandat, pourquoi faire passer en force la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites, Jérôme Fourquet ? C'est pas sûr qu'il la fasse passer en force, d'après ce qu'on a entendu. Vous avez des doutes, vous aussi, sur le calendrier ? Et le président de la République et le ministre de l'économie l'ont indiqué. En gros, c'est le variant Delta qui va un peu dicter l'agenda. Et ce qui était important pour le président de la République, c'était d'essayer d'envoyer un signal à son électorat, qui, comme on l'a dit à la fin de votre reportage, est très en attente de réformes, et puis aussi à l'électorat de droite qu'il convoite, qu'il n'avait pas abandonné cette fibre réformatrice. Et puis, de manière subliminale, il a inscrit ce chantier dans un horizon d'un second quinquennat, en disant, vous avez bien vu que j'étais quand même empêtré dans cette crise sanitaire qui ne dépend pas de moi, mais si ça ne dépendait que de moi, nous aurions déjà mené à bien
toutes ces réformes et ça reste mon horizon. Et donc, subliminalement, il faudra me donner le temps pour les mener. Donc, elle ne va pas passer en force, on peut penser, dans les mois qui viennent. D'autres enquêtes qu'on a menées montrent que plus de 60% des Français sont opposés au recul de l'âge de départ à la retraite. Et on a évoqué tout à l'heure les braises qui étaient encore assez ardentes sur le front social. Donc il y a une vraie prise de risque là-dessus. Isabelle Véramasson, donc ce discours, la promesse de la réforme de l'assurance chômage, c'est un message qui sera mis en œuvre, dit Emmanuel Macron, le 1er octobre. C'est un message à son électorat et à LR, à la droite. Oui, on est dans le en même temps, c'est-à-dire en même temps je m'occupe de sanitaire, en même temps je fais un petit clin d'œil à la droite. Ce qui manque, c'est je fais un petit coup d'œil à la gauche quand même. Hein. Il y a quelque chose là qui est assez perturbant parce que jusque-là il avait quand même réussi à bien maintenir la double casquette, si j'ose dire. Donc là, il manque quelque chose, donc on se demande ce qui va se passer. Moi, je pense que la difficulté pour Emmanuel Macron, ça va être son bilan. C'est-à-dire qu'il n'a pas de bilan. Quelque part, les gilets jaunes et la crise sanitaire, quelque part, l'ont empêché de... Donc, si la crise sanitaire se règle assez vite, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui, mais ça va le contraindre au moment de la campagne de parler de bilan alors qu'il ne va pas en quelques mois, et surtout qu'il n'a pas l'intention de le faire, parce qu'il ne va pas rentrer dans une crise sociale à 3 mois de l'élection. Donc il va être dans cette difficulté, il ne va pas pouvoir utiliser la crise sanitaire si la crise sanitaire s'arrange, et il n'aura pas de bilan. Et on va lui dire, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 5 ans ? Il ne va pas pouvoir dire tout le temps, c'est la faute à coronavirus. Quoi. Dominique Régnier, vous êtes d'accord ? Emmanuel Macron n'a pas de bilan ? C'est-à-dire que c'est une présidence qui a été cisaillée par la crise. D'ailleurs, je crois que c'est en train de devenir, on ne peut pas le dire comme ça, mais malgré tout, je fais l'hypothèse que ça devient un petit peu la norme pour les gouvernements dans le monde démocratique d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Déjà, Nicolas Sarkozy avait été cisaillé par la crise de 2008. François Hollande avait rencontré au moins un obstacle considérable qui était la crise terroriste. Surgissent maintenant, dans les mandats présidentiels, des événements considérables. La crise sanitaire, on va s'en souvenir, on ne sait même pas si elle va se terminer avant quelques années. Donc c'est tout de même une raison objectivement extrêmement lourde pour expliquer la faiblesse du bilan. Par contre, il me semble que le discours qu'il a tenu en annonçant les mesures plus autoritaires sur la vaccination est une façon d'entrer en campagne. La partie sur la réforme des retraites ou de l'assurance chômage. Mais c'est une bonne chose parce que jusqu'au régional, et je crois que c'est l'effet régional, ça, c'était plutôt l'idée d'aller tranquillement au second tour et d'être le barrage à Marine Le Pen, ce qui évitait quand même de rentrer beaucoup dans le détail des projets. Là, maintenant, ça c'est fini et il faudra des raisons substantielles pour que les électeurs se déplacent d'une part et votent pour tel ou tel candidat. Donc faire des propositions, avancer. Voilà, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le débat public, que ce soit pour le président qui est aujourd'hui Emmanuel Macron ou pour ses challengers. Ils vont devoir non pas se contenter de dire on en a assez de Macron, on veut le remplacer, c'est un peu court, sans se limiter à ça, ou bien c'est l'homme qui nous protégera de Marine Le Pen, c'est également devenu très court. Il va falloir que tout le monde se mette à dire moi si je veux le pouvoir, c'est pour faire cela et que les Français puissent quand même avoir un débat sur le fond. Alors, une question sur le plan économique, parce que Emmanuel Macron, lui, il défend un bilan. Il en parle aussi, et notamment lundi, Éric Heyer, il a parlé de l'attractivité. Non, c'est hier, à Lourdes, il a parlé de l'attractivité. Il dit, ça, c'est la politique de mon quinquennat. La France est devenue très attractive. Alors, l'attractivité, on a toujours été sur le podium de l'attractivité. On est entre le premier ou le troisième selon les années. Moi, je pense que son vrai bilan, c'est effectivement en comparaison internationale, quand on regarde où en est la situation de la France. Alors, c'est qu'au premier trimestre pour l'instant. Hein, l'histoire n'est pas encore terminée. Et quand on se compare à 2019. Vous voyez, la France est à moins 4,5. C'est-à-dire qu'on est encore en récession par rapport à l'activité est plus basse, et moins 4,5% en dessous de son niveau 2019. Quand on regarde nos partenaires, l'Allemagne, moins 5. L'Italie, moins 7. L'Espagne, moins 9. Le Royaume-Uni, moins 8. Oui, c'est ça son bilan. Son bilan, c'est « j'ai fait mieux que tous ces pays-là ».
Alors certes, les États-Unis sont à moins 0,9, donc ils ont fait beaucoup mieux. Là, il y a un écart qui est en train de se creuser entre les États-Unis qui repartent très fortement, la Chine qui est déjà à plus quelque chose, et la zone euro qui est au ralenti. Mais au sein de cette zone ralentie, la France fait légèrement mieux que tout le monde, enfin beaucoup mieux que l'Italie, l'Espagne, que le Royaume-Uni, et légèrement mieux que l'Allemagne. C'est ça son bilan. Le bilan, c'est que le taux de chômage aujourd'hui est plus bas qu'avant la crise. Donc, globalement, il a encore des mesures. La contrepartie de ce bilan, c'est oui, les déficits sont supérieurs, oui, la dette est supérieure. C'est pour ça que moi, c'est comme ça, mais c'est pas du tout, là, je sors de mes compétences, mais dire je vais faire la réforme des retraites, je vais faire la réforme de l'assurance chômage, c'est pour faire des économies, pour dire aux partenaires européens, j'ai compris que, bien entendu, les déficits, c'était un problème, que je suis un peu en retard de ce côté-là, donc je m'y attelle. Et donc, si on veut continuer à faire un budget européen, si on veut continuer à faire un peu un budget commun entre nous, il faut que je rassure mes partenaires, parce que dans toutes les grandeurs macroéconomiques, c'est le déficit et la dette où on est en retard par rapport aux autres. Sinon, ce n'est pas le cas. Alors, Jérôme Fourquet, on entend qu'il y a un argument pour séduire les partenaires européens. Est-ce que ça les séduit, les Français, eux, la réforme de l'assurance chômage? Est-ce que c'est populaire? Est-ce que la réforme des retraites est elle aussi un sujet populaire? Je vois que sur le concept, ils sont d'accord, les Français, sur la réforme des retraites, sur l'idée d'une réforme. Comme toujours. C'est dans le détail que ça va se corser. Mais quand on dit voilà, quelle est la posologie à appliquer, et un autre grand classique, c'est quand on regarde le détail, vous avez une population qui est toujours majoritairement favorable au recul de l'âge de départ à la retraite. Je vous le donne dans le mille, c'est les gens qui sont déjà à la retraite. Et la majorité des actifs est contre. Donc là, c'est quand même un gros sujet. Et vous avez montré dans votre reportage des images des grèves et des manifestations qui avaient animé le pays entre décembre 2019 et mars 2020. On avait eu 55 jours de grève consécutifs à la SNCF et à la RATP. On avait battu le record de 1995. Donc il y a quand même un sujet qui est éminemment explosif. Et donc si l'électorat d'Emmanuel Macron et une bonne partie de l'électorat de droite sont en attente sur ce sujet, on a aussi des pans entiers de la société française qui ne veulent pas entendre parler de ce type de réforme. Et donc on verra quelle sera la décision ou l'arbitrage qu'Emmanuel Macron prendra. Mais encore une fois, il peut essayer de prolonger cela sur le prochain quinquennat en disant on a commencé à concerter et il me faut me donner le crédit politique et le temps nécessaire. Ça, c'est pour les retraites. Hein. Pour les retraites, mais comme pour le reste, dans son allocution, c'était quand même j'ai gardé intacte ma volonté de transformation et de modernisation de la société française. J'ai juste été contraint de mettre sur pause. Dominique Régnier. Un prolongement de ce que disaient Éric Heyer et Jérôme Fourquet à l'instant, on peut aussi rajouter dans le paquet d'analyse que, en disant cela, quand même, Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'un côté passe sanitaire et puis promesse de s'engager sur la réforme du chômage ou des retraites, il laisse quoi à la droite ? Il coupe l'herbe sous le pied. La droite n'a plus rien à dire. Alors, Dominique Régnier, excellente transition pour parler de l'opposition qui se prépare pour 2022. Mais là, côté PS, Anne Hidalgo, elle a réuni ses soutiens lundi dernier à Villeurbanne. La maire de Paris ne devrait cependant pas se déclarer avant la rentrée, mais elle occupe le terrain. Un sujet de Léa Demirjian avec Éric Chevalier. La maire de Paris. Mais pour combien de temps encore ? Lundi à Villeurbanne, Anne Hidalgo a réuni 150 élus, ses soutiens, officiellement pour une journée de travail. Étrange impression pourtant d'un début de campagne présidentielle. Il y a une volonté de travailler, d'avancer, de partager, de mettre en commun. De mettre en commun nos idées, nos solutions, en regardant à chaque fois ce qui pourrait être aussi des solutions pour la France. 2022, Anne Hidalgo y pense mais ne se déclare pas encore. Ses soutiens, eux, y croient déjà. Chère Anne, nous comptons sur toi pour nous mener à cette victoire et tu peux compter sur nous pour t'aider dans ce combat majeur pour la République. Anne Hidalgo, entourée des figures du PS, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, et le patron du parti, Olivier Faure. Une photo de famille, un peu éclipsée par les annonces d'Emmanuel Macron le même jour. Née de parents immigrés espagnols, Anne Hidalgo est naturalisée française à 14 ans. Son engagement politique, c'est le PS et Paris. D'abord dans l'ombre de Bertrand Delanoë comme première adjointe. Elle ne sait pas comment elle se débrouille. Elle a du caractère, je peux vous dire, elle a d'autorité, mais elle est toujours d'une douceur. Et donc, je sais qu'elle est meilleure que moi.
Particularité politique, la patience. Elle en a même fait son credo. On continue. Allez, bonne soirée. Step by step. Et ça paye. En 2014, elle devient la première femme maire de la capitale. Après Paris, ses proches lui voient rapidement un destin national. Son nom circule pour incarner la gauche en 2017. Anne Hidalgo passe son tour. En 2020, à quelques jours du second tour des municipales, certains s'interrogent pour 2022, mais son choix, c'est Paris. Êtes-vous redoutable? Êtes-vous candidate? Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est celui des villes. Pour le pays, l'idée a fait son chemin. Depuis février, Anne Hidalgo se lance dans un tour de France des territoires. Et ben voilà, c'est parti. La maire de Paris à Quimper et à vélo pour prendre le pouls du pays, se faire connaître au-delà du périphérique et proposer à chaque fois une idée à portée nationale. Quand on voit ce que Parcoursup devient, c'est-à-dire un outil de stress et d'opacité pour les familles et pour les jeunes, je pense qu'il faut supprimer Parcoursup. Être candidate de la gauche, un exercice d'équilibriste. Anne Hidalgo peut déjà compter sur son réseau et les élus socialistes, mais pourra-t-elle rallier les Verts qui organisent leur primaire en septembre ? Nous, on a une candidature de l'écologie politique en 2022. Il y a 5 candidats pour l'instant, la primaire nous porterons une candidature en 2022, avec cette fois-ci, et c'est nouveau, l'ambition de l'emporter. En 2022, on a besoin d'un écologiste, d'une écologiste aux manettes. Pour les soutiens d'Anne Hidalgo, pas besoin des Verts quand la candidate est déjà écologiste. Anne Hidalgo est écologiste. EELV n'a pas le monopole de l'écologie. Mais il faut rassembler et j'espère qu'il y aura le rassemblement le plus large possible. Pas encore officiellement candidate, Anne Hidalgo observe et une nouvelle fois patiente. Elle se donne jusqu'à l'automne, après la primaire des Verts et le congrès du Parti socialiste pour se déclarer. Isabelle Véramasson, Anne Hidalgo, est-ce qu'elle a la capacité de se faire connaître au-delà du périph'? Vous, la communicante, vous en dites quoi? Quel conseil vous lui donneriez? Oui, c'est très difficile parce que nous avons maintenant le syndrome Macron, c'est-à-dire qu'on a vu un président de la République absolument inconnu devenir président de la République. Moi, j'ai un candidat qui est devenu, alors qu'il était très très peu connu. Donc c'est possible. Donc je pourrais lui dire, si elle me le demandait, on peut toujours essayer. Maintenant, ça ne suffit pas de se faire connaître et il faut se faire connaître en bons termes. Et la notoriété, encore une fois, c'est vrai que quand la campagne arrive, ça peut suffire. Moi, je me souviens quand Ségolène Royal s'était présentée, je me souviens, mon fils m'avait dit, mais qui c'est Ségolène Royal? Je m'étais aperçue, nous sommes tout le temps dans la politique, on a l'impression que tout le monde est connu, que la personne très... Les Français ne la connaissent pas. Les Français ne la connaissent pas. Hein. Mais ils ne connaissaient pas, encore une fois, Emmanuel Macron. Donc, ce qu'il faut, c'est se faire connaître, et ça, bon, il y a des moyens techniques, il y a toujours la télévision. Et il y a surtout se faire bien connaître. Et là, elle a quand même une difficulté. Elle a une difficulté parce qu'elle n'a pas, à Paris, surtout en Ile-de-France, elle a quand même une difficulté d'image très lourde. Je veux dire, elle est quasiment haïe dans plein de domaines. Hein. Elle n'a pas réussi à imposer une image positive, comme, rappelez-vous, Delanoë, qui avait une image positive et à Paris et sur l'Île-de-France. Elle est quand même assez discriminante dans son image. Et en plus, elle est pas vraiment soutenue par sa famille politique. On le sait, il y avait à Villeurbanne, il y avait des gens qui n'auraient pas forcément voté pour elle. Hein. Donc elle est dans un contexte extrêmement fragile. Ouais. La preuve, c'est que les sondages lui donnent des résultats assez faibles. Alors Jérôme Fourquet, vous qui testez l'image d'Anne Hidalgo et aussi sa popularité au sein de sa propre famille, du PS, des socialistes. Alors, moi, la famille socialiste demeure divisée. On a une vieille garde qui n'est pas forcément hyper encline. En même temps, beaucoup sont très contents d'avoir trouvé une candidate qui serait prête à faire le boulot, si je puis dire, et à maintenir en vie cette vieille maison qui est le Parti socialiste. Et donc c'est pour ça qu'Olivier Faure, par exemple, et quelqu'un comme Patrick Kanner, qui est le patron des sénateurs socialistes, la soutiennent assez activement. Je pense qu'elle arrivera sans doute à faire l'unité au sein de son parti, le Parti socialiste. La difficulté aujourd'hui, c'est que le PS n'est plus aussi hégémonique à gauche qu'il l'était historiquement. On a vu dans votre reportage des écologistes qui, forts de leurs bons résultats aux européennes, d'abord aux municipales dans certaines villes, ensuite
disent maintenant c'est notre tour. Il rappelle qu'en 2017, Yannick Jadot s'était effacé derrière Benoît Hamon, à l'époque candidat du Parti socialiste. Et donc il va y avoir cette bataille pour le leadership au sein d'une gauche non mélenchoniste qui a un espace qui est relativement restreint. Dominique Régnier parlait tout à l'heure des crises à répétition qui viennent percuter l'actualité. Il y en a une qui n'a pas touché la France directement, mais qui a eu un impact quand même majeur ces derniers jours. C'est ce qui se passe en Allemagne et en Belgique. Ça peut donner un élan je pense. Les élections en Allemagne ont lieu en septembre. C'est l'après-Merkel qui se joue. Et on va voir ce qui se passera du côté de l'écologie politique, parce que beaucoup de gens ont décrypté cette catastrophe climatique comme étant un symptôme tout à fait probant de l'urgence d'une riposte et d'une réponse écologique. Donc, on a la primaire des écolos en France en septembre, et donc beaucoup de choses vont se jouer à ce moment-là. À l'heure où on se parle, dans les sondages, qu'il faut prendre avec précaution, parce qu'on a un an du scrutin, un candidat écolo, par exemple Yannick Jadot, ferait mieux qu'Anne Hidalgo. Donc ce n'est pas simplement le leadership au sein de sa famille politique qu'elle arrivera à asseoir, mais c'est comment on va négocier ensuite avec les écologistes. Dominique Régnier, on comprend que l'union à gauche, pour 2022, c'est le souhait de certains électeurs, mais ce n'est pas gagné. Non, ce n'est pas gagné du tout. Mais il y a d'autres soucis quand même, parce que la gauche socialiste a laissé partir des thèmes qu'elle aurait pu traiter, qui sont des thèmes très importants au sein des classes populaires et des classes moyennes. On l'a déjà évoqué, mais la sécurité, l'immigration, les frontières, enfin l'identité, la laïcité, sont des thèmes que la gauche savait traiter, qu'elle a complètement laissé tomber, même parfois à l'égard desquels elle manifeste une sorte de mépris ou d'hostilité. Et puis la course à l'écologie, ça coupe cette gauche socialiste d'une autre demande importante dans les classes populaires et moyennes, qui est une demande de croissance, de confort matériel, de revenus. Donc c'est une grande difficulté, je dirais, fondamentalement. Je terminerai en précisant que ce soit Anne Hidalgo pour le PS ou les candidats pour la droite LR ou assimilés, il ne faut pas oublier qu'en 2017, les deux étaient exclus du second tour de la présidentielle. Donc c'est une partie importante qui se joue en 2022, parce que la formation politique LR et assimilée ou PS et assimilée qui ne sera pas présente au second tour ne le sera pas pour la deuxième fois consécutive. Et dans un système où l'élection présidentielle joue un rôle aussi important, ça commence à faire beaucoup pour espérer survivre à une telle défaite. Allez, nous revenons à présent à vos questions. Est-ce la première fois qu'un ministre de la Justice est mis en examen, demande Henri en Gironde. Dominique Régnier. Alors c'est la première fois, oui. En fait, moi je pensais que ce n'était pas la première fois et je me trompais. Je suis allé vérifier puisque je croyais que François Bayrou avait été mis en examen, mais non, il a démissionné de sa propre décision. Et c'est plus tard, 18 mois plus tard, qu'il a été mis en examen. Donc c'est une première. En 2017, Macron n'avait-il pas dit que les ministres mis en examen devraient démissionner? On y revient, Isabelle Vera-Masson. Alors c'était un peu plus compliqué que ça. Toujours dans les phrases de Macron, il y a toujours une deuxième partie qui contredit la première. Mais il avait quand même, avec Richard Ferrand, décidé de ne pas se débarrasser de son ministre, Richard Ferrand, qui avait été mis en examen, puisque Richard Ferrand est resté ministre et ensuite il est parti. Enfin, il n'est pas de son propre plein gré. Et plus tard, c'était pas lié à la mise en examen. Donc il peut considérer que la fameuse jurisprudence Bérégovoy-Tapie ou Balladur, on dit pas, certains disent Balladur, certains disent Bérégovoy-Tapie. En tout cas, n'est pas valable. Et moi, je crois qu'en fait, tout dépend finalement du contexte, c'est-à-dire du type de mise en examen. Ça dépend du sujet, ça dépend de la personne, ça dépend du sentiment que l'on a, que c'est important ou pas. Évidemment, on peut pas. Pour les juges, la nomination de Dupond-Moretti au ministère de la Justice n'était-elle pas une provocation? Mais il l'avait dit, une partie d'entre eux, en tout cas certains de leurs syndicats avaient dit que ce serait une déclaration de guerre. Et donc, pour reprendre la terminologie macronienne, le président de la République a pris son risque en décidant, malgré cela, de nommer Éric Dupond-Moretti. Il pensait que c'était un joli coup vis-à-vis de l'opinion publique, parce que il est populaire. À l'époque, il était assez populaire. On a vu qu'électoralement, ça fonctionnait assez mal. La liste à laquelle il appartenait n'a pas franchi la barre des 10% dans les Hauts-de-France, alors qu'il devait être
un petit peu le fer de lance de la reconquête contre le Rassemblement national. Et maintenant, on a cette bataille interne au sein de l'institution judiciaire entre le garde des Sceaux et une partie du monde judiciaire. Et donc, effectivement, mais encore une fois, certains avaient annoncé la couleur en disant que ce serait une déclaration de guerre. Et donc là, on a eu la réponse. En même temps, il y a des faits, vous avez dit c'est très technique, et c'est vrai que le fait, ce sont ces enquêtes diligentées au moment où il arrive au ministère, Éric Dupond-Moretti, Dominique Régnier. Oui. Alors c'est un... Contre des magistrats, voilà, contre lesquels il avait eu maille à partir alors qu'il était avocat. Et l'enquête ayant été d'ailleurs initiée par le ministre précédent. Bon. C'est ça sa grande défense. Voilà. C'est pour ça que c'est très très compliqué. Hein. C'est extraordinairement embellificoté. Moi, je n'ai pas de compétences là-dessus. Mais quand on essaie de comprendre, on a du mal. Et de toute façon, il y a, comme vous le disiez dans votre échange avec Jérôme Fourquet, il y a quand même une bataille, qui est d'ailleurs un classique dans notre système, entre la magistrature et le monde de l'avocature. C'est pas... Là-dedans, il y a de bonnes nouvelles, encore une fois, parce que personne n'est au-dessus des lois, mais il y a aussi des nouvelles inquiétantes. Il ne faudrait pas tout de même que la magistrature se mette à faire de la politique et à défaire les gouvernements. Jean-Paul, dans le Var, demande pourquoi d'autres ministres mis en examen ont-ils démissionné et pas Éric Dupond-Moretti. À qui pense-t-il, Jean-Paul ? Oui, la plupart. Tous les ministres mis en examen jusque-là, sauf Richard Ferrand, sont partis. Et d'autres sont partis avant même qu'ils... François Bayrou. Ouais, voilà, et Marielle de Sarnez. Donc, avant même qu'il y ait de mise en examen. Donc, encore une fois, je crois que, comme toujours, ça dépend. Ça dépend de type de problème, du sentiment que l'opinion et les médias ont de l'importance. François de Rugy, le pauvre, est parti pour moins que ça. Sur une affaire de Omar. Sur une affaire de Omar. Et tout le monde en était convaincu. Donc, on voit bien qu'il y a une affaire d'opinion publique sur chaque fait. Et moi, je pense que l'affaire Dupond-Moretti est extraordinairement importante, c'est de la philosophie politique, puisqu'il y a un problème de fond sur l'idée que les juges, enfin, l'autorité judiciaire n'est pas un pouvoir, et que le pouvoir n'est pas une autorité, et qu'il faut une légitimité à une autorité pour qu'elle devienne un pouvoir, ce que n'ont pas les juges en France, les magistrats. Et là, et dans cette affaire Dupond-Moretti, il y a un combat pour cette affaire extraordinairement importante. Mais pour les Français, et moi j'ai eu du mal à comprendre de quoi il s'agissait, c'est tellement technique, on ne voit pas comment les gens vont descendre dans la rue pour cette question-là. Alors la mobilisation justement, Éric Heyer, ces manifestations ne sont-elles pas plus anti-Macron qu'anti-vaccin ? Alors, je ne sais pas si je peux répondre exactement à cette question, mais il est certain qu'aujourd'hui, parler de réforme des retraites, d'assurance chômage, ça ne fait pas plaisir. Enfin, vous voyez, parce qu'on sait très bien que ça va enlever des droits à un certain nombre de personnes. Bon, mais forcément, les personnes qui vont perdre vont se manifester. Ce n'est pas les retraités qui vont descendre dans la rue. Mais effectivement, on peut dire que, vous voyez, ça, c'est un enjeu qui est un peu curieux. Aujourd'hui, on a parlé pendant cette émission, il y a à peu près 100 milliards d'épargne. Et ces 100 milliards d'épargne, l'enjeu, c'est que ces milliards reviennent dans l'économie. Quelle est la plus mauvaise façon de s'y prendre ? C'est de dire, on va tout couper. Si vous dites demain, vous n'avez plus droit au chômage si vous tombez au chômage, ou moins de droits. Si vous dites demain, vous aurez moins de retraite, cette épargne, je vais la garder, au lieu de la remettre dans l'économie. Donc, c'est quand même très étonnant de le faire à ce moment-là. C'est impopulaire, ça met les gens dans la rue, donc ça peut aussi bloquer l'économie par d'autres mécanismes. Donc, effectivement... on peut se questionner sur l'efficacité économique. Pour des raisons sanitaires évidentes, Jérôme Fourquet, ne faudrait-il pas temporairement interdire toute manifestation d'ampleur ? Question de Martha dans le Maine-et-Loire. Alors là, on a beaucoup d'opposants qui parlent de dictature sanitaire. Donc là, si on coupe le droit à manifester, je pense qu'on va au-devant de graves problèmes. Maintenant, on a eu des manifestations pendant les périodes de non-confinement et ça s'est pas forcément traduit par une remontée épidémique. Donc je pense que ce serait une très mauvaise initiative que de prendre ça dans le contexte actuel en tout cas. Ne quitte-t-on pas le monde des idées pour un contre-tout systématique ? Dominique Régnier vous demande François en Loire-Atlantique. Oui, de toute façon, nous sommes dans une période, et elle va sans doute durer, où le contre, l'opposition au pouvoir en place, quel qu'il soit, et très vite, dès son arrivée au pouvoir, va devenir une constante, une affirmation. Il n'y a pas beaucoup d'idées de réforme ou de possibilités de réforme qui donneraient aux Français plus qu'ils n'ont aujourd'hui. On entend beaucoup plus parler de réformes qui sont au fond des réductions d'avantages parce qu'il faut s'adapter. Chacun pense que c'est légitime ou pas, mais c'est ce que l'on entend. Et donc le contre-pouvoir, l'opposition est plutôt une tendance qui va s'installer. Éric Heyer, en 20 secondes, pour la retraite, la France a-t-elle les moyens de faire autrement ?
Oui, alors vous parlez d'un point de vue financier. J'imagine. Oui, d'un point de vue financier, parce que vous voyez, vous pouvez soit augmenter l'âge de départ à la retraite, soit vous jouez sur la durée de cotisation, soit vous baissez les pensions. Il y avait d'autres façons de faire. Effectivement, la plus impopulaire, mais ça a été dit, c'est augmenter l'âge de départ à la retraite, la durée de cotisation. Ça fait un peu moins d'économies rapidement, mais ça fait des économies. Merci à vous tous d'avoir participé à ce C'est dans l'air qu'on peut retrouver sur les plateformes et sur francetv.fr en podcast et en replay. Vous retrouvez Axel de Tarlet à 17h45 lundi.